Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Éclosion. Aujourd'hui notre invité, je suis trop content de le recevoir, c'est Certes Mathurin. Certes est humoriste, comédien, auteur. Il a plein de cordes à son arc, il fait du slam aussi. Il a participé au Jamel Comedy Club, s'est produit notamment sur la scène du festival de Montreux. Bienvenue Certes. Bienvenue David. Enfin non. Bonjour non. David. Là on n'est pas chez nous, on n'est pas... on est à l'hôtel Continental à Pau. Ouais, très joli d'ailleurs. Très joli hôtel, ouais. Sympa. Beau. Donc si jamais il y a un petit peu de bruit, des voitures qui passent, voilà, bon, bah, on est là quoi, tranquille. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement pour... Ouais, bien sûr. Je m'appelle Certes, j'ai 37 ans, je suis humoriste, comme tu l'as dit, producteur également. Donc c'est vraiment les deux casquettes. Et je suis ancien diplômé de l'ESCPO. J'étais diplômé en 2011. Marketing stratégique, j'avais une option audit conseil, je crois. Ah ouais. Et aujourd'hui, je fais des blagues et je produis des blagues. Souvent, on peut dire, ouais, ça n'a rien à voir, mais c'est pas si loin que ça, mine de rien, je pense que... Ben, on va parler de toi, justement, dans le podcast. On va parler de ta vie et de ton dernier spectacle, Tout s'explique. Ouais. Vraiment, tout s'explique. Moi, je pars du principe où tout s'explique. C'est pas parce que tout s'explique, ça veut pas dire que tout se comprend, que tout se cautionne, c'est pas ça. Mais on a cette espèce de naïveté d'être humain à dire ouais mais non mais c'est je sais pas moi Hitler c'était un monstre, c'est pas un monstre, c'est un être humain comme nous, on a du mal à l'accepter et que c'était un être humain comme nous. Que ouais il m'a largué, c'est que c'est un connard. Tout a une explication derrière, elle est pas forcément agréable à entendre et je pars du postulat où je vais avoir des enfants et que même des trucs un peu relous à expliquer, j'ai essayé de leur expliquer. C'est un peu ça l'axe un peu du spectacle, c'est que le racisme c'est chiant mais ça s'explique. Pourquoi il y a du racisme, c'est pas un truc qui arrive. Les gens ils sont pas nés cons comme ça, ils sont devenus cons la plupart du temps. Donc c'est un peu l'idée derrière. L'écologie c'est chiant aujourd'hui mais ça s'explique également pourquoi on a ça aujourd'hui et pas on l'avait pas avant. Les problèmes dans le couple, j'ai une vanne où je dis mon ex elle savait pas sucer. C'est pas derrière le truc, ça s'explique. En fait, le problème, c'est que moi, je demandais pas. Et donc, c'est ça un peu l'idée, c'est tout s'explique. Et il faut prendre juste un peu de temps pour comprendre les choses derrière. Ouais. Alors, j'ai préparé plein de questions sur toi. Déjà, t'es d'origine haïtienne. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a influencé un peu ton approche de l'humour, tes origines haïtiennes? Je pense que oui. Je peux pas te dire sur quel point exactement, mais je pense que oui, parce que déjà, l'humour, c'est ton spectre de connaissances. Ouais. Et déjà, c'est quelqu'un qui connaît pas Haïti, donc il n'a pas le même spectre de connaissances que moi sur ce sujet-là. Donc oui, clairement, mes parents, l'éducation que j'ai eue, les voyages que j'ai pu avoir sur Haïti ou la manière dont j'ai été élevé, bah forcément, ça a orienté. Il y a des choses de blagues que j'ai dit dans le spectacle que un Normand il pourra pas raconter quoi. Ouais. C'était quoi l'ambiance à la maison quand t'étais gamin? Justement, tu parles de l'éducation. C'est un mélange de plusieurs choses. Très modeste, voire pauvre. Les huissiers, ça j'ai connu ça pas mal de fois. Tu rentres chez toi, il y a plus de meubles, avec ta petite sœur, tu dis ah ouais, donc ok. Donc ça j'ai connu pas mal, mais en même temps il y avait un père pas tout le temps là, rude. Mais aujourd'hui je l'explique comme dans le spectacle. Tu vois, je dis sa violence entre guillemets, elle est ancrée dans quelque chose et c'est pour ça qu'avec du recul aujourd'hui, je n'en veux pas. Et ça s'explique quoi. Enfin, mais quelque part, une mère forte. Une mère toujours travailleuse et qui fait aussi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc il y a un peu de tout ça, de l'amour, mais en même temps de la difficulté de la vie. Je l'ai vu assez rapidement. Et à l'école, t'étais comment? J'ai compris assez rapidement qu'il n'y avait pas besoin de trop se fouler pour s'en sortir. Donc j'aimais pas assez bien parce que déjà j'avais des potes et tout, et je donnais pas trop, mais assez, genre 11, 12, 13. Et j'ai avancé jusqu'à l'école de commerce où j'ai été comme ça. Donc j'ai des blagues sur les premiers de la classe où je trouve que c'est trop une mauvaise idée. C'est trop d'énergie pour pas grand chose en fait. C'est clair. Parce qu'en plus que quand t'es premier de la classe, quand t'es à l'école, genre t'as pas beaucoup d'amis parce que tu travailles beaucoup. Les autres t'aiment pas parce que t'es premier, parce que t'es meilleur qu'eux. Et ça c'est un truc aussi de l'être humain. Les gens gentils, les gens meilleurs que nous, ils nous énervent. Et après, tu deviens adulte, ça t'a pas servi de ouf. C'est trop d'énergie pour rien. Donc, j'ai rapidement compris ça. J'ai toujours été tranquille, le mec un peu cool, mais qui avait des bonnes notes. Donc, genre en milieu de classe. Quoi. Exactement, mais presque volontairement. Ouais. C'est quoi tes humoristes préférés avant de devenir toi-même humoriste, tu vois? J'ai été baigné, Jamel Comedy Club, mine de rien, Jamel Debbouze, c'est le premier humoriste que je voyais qui me faisait rire, quoi. Il était marrant, il faisait des mimiques, il était marrant, quoi. Vraiment...
Et il m'a inspiré dans le sens où même il a créé toute la génération d'humoristes qui est derrière, de Blanche Gardin jusqu'à Fabrice Eboué, c'est Jamel qui a créé. C'est un truc de fou. C'est fou, toi, l'humour français, c'est lui qui l'a la plupart qui nous a lancé, quoi. Donc c'est un peu le maestro. Après moi j'ai Gad Elmaleh un peu. Gad Elmaleh aussi. Ouais, Gad Elmaleh c'est un peu différent, mais aujourd'hui en plus avec le recul je vois vraiment la différence un peu. Gad aujourd'hui je le respecte beaucoup. Il me faisait rire mais pas tant que ça. Aujourd'hui je le respecte beaucoup parce qu'il travaille. Il est encore là aujourd'hui. Il est encore là et il est bon parce qu'il joue encore régulièrement avec nous. Gad Elmaleh tu peux le trouver en comedy club à 1h du matin. Il arrive de nulle part, il a sa casquette baissée, il vient tester des blagues, quoi. Énorme. Parce que il sait que c'est un travail de terrain et il a jamais lâché le terrain. Ça va être une question que je vais te poser tout à l'heure par rapport aux blagues, c'est intéressant. Ben moi par exemple, tu vois, j'ai beaucoup aimé Laurent Baffy, tu vois. Ouais. Sniper de la télé, quoi. Ouais, il avait ce côté réparti, le Baffy, que j'aimais beaucoup. Le côté réparti. Moi, j'aime beaucoup la scène, donc c'est pas trop humoriste de scène, parce que c'est vraiment deux jobs différents. C'est vrai qu'on peut se dire humoriste, c'est quelqu'un qui fait rire, mais faire rire sur scène, faire rire en podcast, faire rire à la télé, c'est vraiment des choses un peu différentes. Et tu vois, est-ce que tu penses que l'humour d'aujourd'hui est un peu plus lisse, tu vois, que l'humour d'il y a 20 ans, peut-être 25 ans? Je pense que quoi qu'il arrive, les époques elles changent, donc quoi qu'il arrive, c'est pas pareil. Comme la musique, elle a évolué, elle est plus rapide aujourd'hui, les choses sont plus courtes. C'est que on est juste des acteurs d'un milieu qui est beaucoup plus grand que nous, qui est la vie, qui est le progrès. Donc oui, c'est pas la même chose. Sur le côté lisse, peut-être sur certains points, mais en même temps il y a plus de sujets abordés aujourd'hui, je pense qu'avant aussi. Il y a parce que il y a j'en sais rien, moi, un Coluche ou un des proches, il aurait jamais parlé des LGBT, j'en sais rien. Il n'aurait pas parlé, il aurait jamais parlé du Proche-Orient parce qu'il avait peut-être pas l'information. Aujourd'hui, l'humour, il est beaucoup plus universel, il englobe beaucoup plus, il est plus inclusif sur plein de sujets, parce que, plus d'informations qu'avant. Donc, oui, il est peut-être plus lisse. Pourquoi aussi? Il est peut-être plus lisse parce qu'on a plus peur. Avant, ils étaient pas touchables presque, ces gars-là. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, la télé en continu rend les humoristes très vulnérables à la critique, à l'insulte, ces choses-là qu'ils avaient pas avant. Donc, être plus lisse. Hier, je parlais avec un gars et on buvait un verre et il me disait, ouais, moi j'aimais bien les humoristes avant, comme Dieudonné, parce qu'ils allaient à fond dedans et tout. Et je lui dis, ouais. C'est vrai, c'est vrai et tout. Aujourd'hui, il y en a toujours d'ailleurs des humoristes comme ça. Mais je lui dis, mais toi, tu écoutes? Il fait, ouais, non, moi, parce que c'est un peu, voilà. En fait, parce que toi, c'est plus dangereux pour toi aussi d'écouter Dieudonné. Donc, tu fais le punk d'à côté, mais c'est dur même pour le public d'aimer ce genre d'humoriste corrosif. C'est parce que, aujourd'hui, on peut t'attraper, on peut savoir où t'habites, c'est beaucoup plus dangereux, franchement, de faire du l'humour aujourd'hui, je pense, hein. Ouais, c'est clair. J'ai une amie qui a fait des blagues il y a pas longtemps sur des mecs, des ultras, elle habite à côté du Parc des Princes, elle a fait des blagues, ouais, faut tout trop le bordel, les ultras, en plus, votre équipe, c'est payé par le Qatar et tout. Le lendemain, ils sont arrivés à 50 devant chez elle. C'est ça aussi, c'est la réalité du truc, quoi. Donc, tu peux avoir le problème immédiatement si tu dis des blagues sur des gens qui sont pas contents. Demain, c'est chaud. Il y a une espèce de prudence peut-être de certains humoristes, faut pas se mentir. C'est chaud. Et justement, tu vois, je vais te poser une question plus tard. Est-ce que tu penses il y a des sujets sur lesquels tu vas jamais aller, tu vois? Moi ou dans l'humour en général? Toi. Moi, tu sais que l'humour correspond à la personnalité que tu es souvent. T'es pas complètement, on n'est pas des comédiens de théâtre. Il y a vraiment, on est des comédiens, sur scène, je joue un personnage, mais c'est souvent moi en exagéré. Donc, c'est moi. S'il y a des choses que je suis pas capable de faire ou dire dans la réalité, je le ferai pas sur scène. C'est ce que je veux dire. Donc, il y a des sujets, moi, je suis quelqu'un dans la réalité, je parle pas d'actualité, comme ça avec quelqu'un, parce que ça manque de recul. Donc, sur scène, j'ai pas parlé d'actualité parce que ça manquera de recul. Donc, s'il y a un truc, un enfant, là, on a retrouvé le corps, je vais pas en parler ce soir sur scène. C'est pas ma manière. Mais il y a des humoristes, c'est leur manière d'être. Ils sont comme ça, ils vont donner leur avis tout de suite. Moi, je suis quelqu'un qui prend pas mal de recul. J'analyse, j'essaie de comprendre un peu plus profondément. Donc, ça fait que mon stand-up, il est pas plus lisse ou pas plus, il prend du recul un peu. Donc, ça fait que, il y a plein de sujets que je vais pas aborder tout de suite. Si je dois parler d'Israël et Palestine, ce sera avec un recul presque historique que juste une blague là, sur l'actualité présente. C'est ma manière d'être. C'est ma manière d'être. C'est ton style, quoi. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des spectacles sur des thématiques. Tu vois, mon spectacle sur le prochain, c'est sur l'écologie. S'explique, c'est sur l'éducation un peu. Celui d'avant, c'était sur l'argent. Celui d'avant, c'était sur l'amour.
En fait, j'y vais analyser le phénomène et essayer de trouver un peu la moelle à l'intérieur pour en faire des blagues. Ah, c'est des sujets très très humains, quoi. Exactement. Ouais, et dans lequel je peux prendre un peu de recul. Mais c'est ma manière d'écrire. Ouais. Et d'ailleurs, t'es pas que humoriste, tu slams aussi. Ouais, avant Super même. slam hier à la fin du spectacle. Ben, en fait, avant de faire de la scène, je slamais, j'ai des slams. J'ai toujours bien aimé. Je pense que au fond de moi, j'aurais voulu être rappeur ou slammer. Je sais pas, la vie m'a pas amené là-bas. Mais je trouve que la rime, quand c'est bien fait, c'est pareil en humour d'ailleurs. Il y a beaucoup de similitudes entre le slam, le rap et l'humour d'ailleurs. C'est mettre peu de mots. Avec une efficacité rapide. Ouais, une punchline. Une punchline, c'est mettre peu de mots et que l'image, elle te rentre dans la tête, quoi. Je sais pas, moi, un mec comme Booba, qu'on aime ou qu'on aime pas, ses phrases, elles te rentrent dans la tête, quoi. Si j'habite en bas de chez toi, je fais baisser le prix de l'immobilier, la phrase, elle est claire. Elle est, ok, putain, tu vois ce que ça veut dire. Il y a ce truc-là. Un Necfeu qui dit, les hommes, les paysages sont dévastés, les paysages sont désolés, pourtant les hommes n'ont pas l'excuse. La phrase, elle te rentre dans la tête tout de suite. Et c'est clair. Tu vois l'image. Exactement. Les paysages sont désolés et pourtant les hommes n'ont pas l'excuse. Ok, putain. Putain, c'est fort. L'image, elle rentre tout de suite dans ta tête, quoi. Donc c'est ça que j'aime bien dans le slam et dans le stand-up, c'est cette efficacité. Mais j'ai retenu plein de choses hier de ton spectacle. Je pense que ça marche, quoi. Ouais, tu essaies de. Mais en fait, en peu de mots. Contrairement au théâtre ou à un film où t'as tout le décor, tout, tu dois être un film à toi tout seul. Donc, en peu de mots, faut que ça rentre dans l'esprit des gens. Si j'ai fait un petit dans un coin, il faut que vous visualisez un petit blanc de 8 ans alors que je suis un grand noir de 38 ans. Mais, tu vois, en peu de mots, il faut que on visualise tout de suite le truc, quoi. Ouais, on l'a bien imaginé, Alors, donc t'écris des livres aussi. Et le titre, c'est « Il y a que les montagnes qui ne se croisent pas ». Tu veux que je te lise un commentaire que j'ai trouvé sur Internet? Vas-y. Génial. Sachant que j'en suis pas fier du tout de ces C'est vrai? La personne qui l'a lu l'a plutôt apprécié. Dis-moi, je t'écoute. Écrit, j'ai noté un commentaire. Donc, alors écoute, je te le lis. Livre facile à lire, hyper cool pour les lecteurs occasionnels. L'auteur dépeint un monde actuel et interroge le destin et les rencontres. Croyez-vous aux signes de la vie? Tu crois aux signes de la vie? Ouais, j'y crois. En fait, la vie, elle est plus grande que nous. Donc, elle va t'emmener à gauche, à droite, tu sais pas pourquoi. Et à la fin, tu reliras les points. Et le livre, c'est un peu ça. C'est, en fait, à travers tout ce que j'écris, que ce soit slam, stand-up, là, je bosse sur un film actuellement avec un écrivain, justement, ou livre, c'est que je pense que une des choses qui manque à notre humanité, c'est cette connexion avec les autres. On aime trop se voir opposés. Alors que l'histoire de Delilah et de Alix dans le livre, Alix c'est un jeune cadre qui travaille à la défense en finance et Delilah c'est une métisse sud-africaine qui est née pendant l'apartheid à Soweto. La vie elle est pas censée les relier. Sauf que la vie elle est plus forte que nous. Elle peut tout à fait relier ces deux personnes-là parce qu'elles sont pas si différentes que ça sur certains points et quand ils se retrouvent dans l'avion, s'ils se retrouvent dans cet avion-là, à ce même moment-là, c'est que ils sont pas si éloignés ça l'un de l'autre et toutes mes œuvres elles ont un peu cette volonté de croiser les êtres humains et je pense que ça c'est de l'utopie un petit peu, de la naïveté un petit peu romantique mais c'est ce qui manque je pense à notre monde quand tu comprends bien l'autre et que tu sais que la même espèce tu le hais moins, t'as moins de jalousie, t'as moins de ce genre de sentiments un peu négatifs. C'est mieux de se rencontrer dans un avion, tu crois, ou sur une appli? Dans un avion, même si c'est pas du tout écolo, et puis l'appli c'est pas du tout écolo non plus. Aujourd'hui, tu fais des dates avec des gens, maintenant avec des Tinder, tu peux croiser des gens dans le monde entier. Donc t'as des mecs qui sont un peu blindés, ils veulent rencontrer une meuf à New York pour se prendre un râteau, c'est pas du tout écologique. Hein. C'est clair. Donc, toujours en vrai. Moi, je suis partisan du vrai. C'est pour ça que je préfère. Hier, j'ai fait 2 dates à Pau. J'aurais pu en faire qu'une dans une petite salle un peu plus grande. Mais je préfère faire 2 dates avec une salle plus petite et dans lequel je connecte plus avec les gens que faire une plus grande salle. Ce que je kiffe, c'est voir les gens, rencontrer les gens et c'est ce que j'aime en fait. Ouais, mais ça se voit, de toute façon. Parce qu'à un moment, tu vois, t'es quand même très proche de ton public. Ouais, c'est important. C'est hyper important. Et même ton public le rend bien, quoi. Ouais. Tu vois, les gens, ils sont là, ils sont presque en train d'écouter quelqu'un qui est de leur famille. Ouais, mais c'est un peu génial. Alors qu'il y avait plein de gens qui me connaissaient pas et. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment de montrer qu'on est la même espèce. Donc si jamais je t'ouvre mon cœur et je te souris, tu vas faire pareil. Et on l'oublie, ça, c'est assez mécanique. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote amusante justement qui t'est arrivée pendant un spectacle? T'en as? Ouais, attends, ouais, bien sûr. Plein, ça fuse. Ouais, j'en cherche une qui est un peu marrant. Il y a un couple qui s'est rencontré à mon spectacle, qui se sont mariés. Ah ouais? Ouais, plus tard. Énorme. 4 ans plus tard, ouais. Quand tu leur as donné des conseils sur les ex, sur ton ex. J'ai demandé s'il y avait des célibataires dans la salle, et ils ont levé la main, ils se connaissaient pas.
2 ans plus tard, je reçois un DM, on s'est mariés, on s'est rencontrés à ton spectacle. Génial. Ouais, c'est beau, ça, c'est beau. Ils t'ont invité? Ils m'ont invité, ouais. Ils m'ont invité. C'est énorme, tu crées de l'amour, t'imagines? Aujourd'hui, les comedy clubs ou les spectacles, c'est beaucoup des lieux de rencontre, mine de rien. Parce que mine de rien, tu vas au théâtre, tu parles avec personne. Les comedy clubs, il y a une notion d'interaction, quand tu poses des questions et tout, tu vas voir que t'as la même réponse que lui. Ah, toi aussi, t'es Scorpion, on sait rien. Et ça peut créer une connexion, même bête, hein. Et du coup, t'as des potes dans le showbiz, je sais même pas si on dit encore showbiz, ça fait un peu boomer de dire showbiz. Ouais, dans le game, on dit. Dans le game. On dit dans le game. T'en as, ouais, tu connais, genre Artus, tout ça, ouais, c'est un très petit milieu, en fait. De l'extérieur, les gens ne voient pas, mais c'est vraiment un très petit milieu. Ouais. On se croise tout le temps. Artus était à son mariage. Ouais. Gad Elmaleh, vraiment, tu peux le voir 1 fois ou 2 fois par semaine parce qu'ils sont en train de jouer. C'est même la superstar que c'est pas grand. En fait, on est après bon, je dis ça parce que je suis pas non plus débutant. Tu vois, je suis pas une star, mais je suis dans le milieu, donc je produis des spectacles aussi. Donc je suis dès que tu as 10 ans d'humour, bah t'es plus proche de quelqu'un qui a 30 ans d'humour que quelqu'un qui a 2 mois d'humour. Ouais, c'est clair. Dès que parce que t'as fait des émissions de télé, tu les as croisés sur des plateaux, tu les as croisés en tournage, tu les as croisés, donc c'est un vraiment petit milieu. Et tu bosses avec ces auteurs-là, ces artistes-là pour créer tes spectacles? En auteur? En auteur? Non, c'est pas, enfin, c'est pas comme, souvent il y a des genre tu testes tes blagues avec, c'est le public, hein. Nous, on a la chance de notre job, c'est le public. Je peux écrire un truc et le tester le soir même, en comedy club. Donc ah ouais? Ouais, bah oui, c'est l'avantage. Ça marche comme ça, en fait, tu fais. Ah ouais, mais c'est ce qui est trop bien. Et d'ailleurs, le stand-up, ça se développe énormément. Il y a de plus en plus de lieux pour ça. Ce qui fait que nos idées, elles deviennent très rapidement tangibles. Là, j'ai écrit un spectacle sur l'écologie. J'ai commencé à le bosser en janvier. Je vais le jouer, là, j'ai commencé à le jouer. Et dans 1 mois, il est prêt, toi. Climax, hein, c'est ça? Climax, c'est un podcast que j'ai fait. Le spectacle s'appelle La Fièvre. La Fièvre, d'accord. Okay. Et comment tu sais qu'une blague va marcher déjà? Quand tu l'écris, par exemple, tu sais déjà celle-là un peu plus que celle-là. Bah après, c'est toujours tu les testes avec il faut qu'elle te fasse marrer, toi. Il faut qu'elle te fasse marrer. Il faut qu'elle te fasse marrer, toi. Tu l'attends, tu la testes tranquillement avec tes potes, ta copine, pour voir si ça fonctionne. Hier, j'ai joué, par exemple, le truc des bobos. Ça, je discutais avec 3 potes pour voir si ça les faisait sourire ou ça les faisait rire. Si ça fait rire des humoristes pendant que tu discutes, c'est que c'est marrant. C'est que c'est marrant. D'ailleurs, des humoristes, il y en a un pote qui s'appelle Nordine Gonzo, c'est le mec qui teste tout le temps dès qu'il nous parle, on fait, il parle pas, il teste des blagues. On le sait très bien. Mais, si c'est marrant en échange comme ça, il y a de fortes chances que ce soit marrant sur scène. Surtout un humoriste, il rigole pas pour rien. Parce qu'on voit les blagues arriver, on voit la mécanique, on voit le truc. Ouais, tu sens, on le sent, c'est de la musique. On sent le truc, merde. Donc si tu fais rire un humoriste en discussion comme ça, c'est que c'est vraiment marrant. Mais, tu testes sur scène, c'est le public qui décide. Parfois, tu vois, soit c'est drôle tout de suite, tu as de la balle, t'es content. Soit tu sens qu'il y a un truc, mais c'est pas encore marrant. Il faut modifier un peu des trucs. Là, par exemple, sur hier, l'un des sketchs que j'ai fini sur la coloc, tu vois, l'état des lieux, je sens qu'il y a un potentiel de fou. Mais je l'ai pas encore complètement. Mais j'ai rajouté un truc. J'ai tenté, la banquise, j'ai tenté la montagne, j'ai tenté, et tu vois, je sais qu'il y a un truc, donc il faut que je le travaille pour que j'arrive au moment final où c'est marrant. Mais c'est assez bon et c'est assez intéressant. L'idée est assez visuelle pour que je continue à le travailler. Ouais, t'as de la matière. Exactement. Mais il faut que je retravaille. C'est pas dans le bon ordre. C'est pas le bon exemple. Ouais. Et genre, tu fais une blague sur scène qui marche pas, tu vois. Personne se marre. Alors que toi, tu pensais qu'elle allait être drôle. Tu réagis comment? Avec l'expérience, t'avances. Tu sais très bien. Ça peut te faire marrer toi, mais avec l'expérience, t'avances. Parce que tu sais que ça remet pas en cause ta vie. C'est pas grave. C'est comme si tu rates un contrôle dans un match de foot. Tu continues ton match, quoi. C'est ça. C'est pas grave. On est des humains. Tu tentes, ça passe pas. Et surtout que le public, on est des animaux sociaux. S'il sent que t'es gêné, il va ressentir ta peur, et la peur, c'est incompatible avec le rire. Donc, t'avances. Et tu dis, ok, ça marche pas du tout, et tu passes à autre chose. Ouais, t'essaies de feinter, quoi. Ouais. Dans un spectacle que t'as vu hier, il y a au moins 100 blagues, 150 blagues. Si il y en a une qui marche pas, c'est pas grave. Ouais, c'est clair. C'est parce que parfois, peut-être tu l'as dit trop vite, tu l'as peut-être mis dans le mauvais sens, parce que peut-être t'as oublié un indice, ce qu'on appelle un running gag. T'as oublié hier, sur la première date, j'ai fini ma vanne avec Gigolo, sur la sous-location. Sauf que j'avais oublié de faire la première vanne sur la sous-location. Ce qui fait que le rire était moins fort. Normalement, j'ai déjà fait une vanne dessus.
Et quand j'arrivais à la vanne et j'étais en train de jouer et tout, vous voyez pas, mais je réfléchissais, merde, ça marchera pas parce que j'ai pas posé le truc. Mais je le savais. C'est vrai, c'est vrai. Et t'es un peu tracker, toi, quand tu montes sur scène? Toujours, ouais, toujours. Si tu n'as pas le track, c'est que tu ressens plus l'émotion du truc. C'est comme si tu allais à un date avec des gens, quelqu'un que tu connais pas. Tu dois convaincre, tu dois séduire la personne. Bah, t'as peur, quoi. Si tu n'as pas peur, c'est que la personne, elle t'intéresse pas du tout. C'est que tu t'en fous, en fait, du résultat. C'est vrai, ouais. C'est clair. Là, je veux que vous soyez content, que vous rigoliez. Donc, ouais, bah, en fait, je suis stressé, quoi. Ouais. Tu fais quoi pour, avant de monter sur scène, t'as une petite routine ou? Je suis pas un grand, comme à l'école, je suis pas un grand mec qui révise. J'aime bien la spontanéité. C'est pour ça que mes spectacles, c'est jamais les mêmes, parce que j'aime pas que ce soit du par cœur, J'aime bien, donc ça fait que je vais noter, juste les mots-clés, comment j'arrive de là à là, comment de là à là, et après je vais laisser mon cerveau aller. Ah ouais, on entend ça dans ton podcast Climax à un moment. Quand tu fais un test, je pense, tu vas en Comedy Club, tu récites des mots comme ça, tac, là, là, si je te montre mon spectacle d'hier de 1h15, c'est 10 mots, en fait, hein. Et le mot qui va c'est ton guide, quoi. Exactement. Il y en a qui répètent mot pour mot. C'est chaud. Moi, j'arrive pas parce que j'aime la spontanéité, parce que je suis pas mauvais en ça. Des fois, je fais des interviews, on me dit, est-ce que tu veux avoir les questions avant? Non, je les veux pas. J'aime bien le moment réel Mais c'est du bon track, Exactement. C'est de l'adrénaline qui t'excite et qui te permet en tout cas pour moi, d'être dans le moment. En fait, t'es en surattention parce que, tu dois réfléchir en même temps que t'es là. Donc, ça fait que c'est pour ça peut-être que les gens ressentent que je suis là vraiment, parce que je suis là vraiment, en fait. Je vous regarde vraiment, je suis en réflexion pendant que tu regardes, mais tu vois pas grand chose à part. Non. Mais je ressens, en fait. Tu regardes les yeux, tu ressens. Tu ressens. C'est aussi cette partie-là qui est non verbale. Tu ressens une salle. Je sais pas comment expliquer, mais tu ressens. Ça doit être presque animal, quoi. Exactement. Tu ressens, c'est de l'instinct. L'ambiance globale. C'est un peu comme quand t'es dans une forêt dans le noir. Ouais. Tu t'entends les bruits. Tes sens sont décuplés. Parce qu'effectivement, on voit pas. Parce que tu vois pas le public. Donc, tu ressens l'énergie, tu sens s'ils sont connectés. C'est bizarre, hein. C'est assez intéressant. C'est chelou. C'est très, très intéressant, hein. Tu parles comme si c'était qu'une seule et même personne. Il faut que tu arrives à faire créer un truc qui se sente comme une seule et même personne. Le regard doit être le même, ils doivent rire au même moment. En fait, tu dois être synchronisé tous ces gens qui se connaissent pas. Synchroniser les émotions. Exactement. Presque leur battement de cœur. C'est assez intéressant socialement. Et comme tu réussis, c'est ouf, quoi. Euphorique de fou. C'est incroyable. Quand tu sors de scène, tu ressens une sorte de satisfaction. Quand ça s'est bien passé, tu fierté. C'est quand ça s'est bien passé, hein. Sinon, oui, quand ça s'est bien passé. Hier, j'ai eu les 2 fois, j'étais content. J'étais pas euphorique, mais j'étais content. C'est cette espèce de un truc moi qui est très physique. Si j'ai pas transpiré, c'est que j'ai passé un mauvais moment. C'est que j'ai pas donné, en fait. Je donne l'exemple par moi, c'est comme quand tu fais l'amour, si t'as pas chaud, c'est que c'est pas ouf en général. Si tu fais du sport et que tu transpires pas, c'est que c'est pas fou. C'est pareil pour la scène en soi. Pendant 1h15, si j'ai pas transpiré, c'est qu'en fait j'ai pas donné, en fait. Ouais, c'est clair. Ça tente un petit vrai faux sur la culture haïtienne. Vas-y, go. On va voir si... Bon, non, à mon avis, toi, tu dois savoir, mais bon, après, on va apporter un peu de culture haïtienne à nos auditeurs. Je t'écoute. Alors, vrai, faux. En Haïti, la religion principale est le vaudou, facile. Oh ouais. La religion catholique et vaudou. L'officieuse et le vaudou, mais il y a beaucoup de vaudou en Haïti, clairement. C'est chaud, moi, j'ai des images de vaudou. C'est très mal connu. C'est dans les films d'horreur. Ouais, mais c'est parce que c'est l'Occident qui a tendance à prendre des trucs un peu du monde entier, à en faire des trucs caricaturaux un peu. C'est une religion très, en fait, dès que tu connais pas, c'est très occidental, mine de rien. Quand tu connais pas, tu caricatures. Et donc, alors que le vaudou, moi, j'en fais une blague dessus, mais c'est une religion animiste. Ils sont très proches de la nature. En fait, les religions proches de la nature, elles sont mal. C'est le capitalisme qui a fait ça un petit peu. Ces espèces de trucs ils sont proches de la nature. Ils sont des sauvages. T'as le mot sauvage, il est négatif, alors que ça veut dire salré. Ça veut dire de salré, qui veut dire proche de la nature. C'est négatif d'être proche de la nature. Je suis pas sûr du tout, hein. Donc, c'est bien. Le vaudou, tu pries tes ancêtres. Tu vois, cette notion de continuité dans l'histoire. C'est très pas du tout occidental, quoi. Carrément. Donc, c'est pas une mauvaise religion. Après, c'est comme toute la religion. Il y a des extrêmes dans toute la religion. Tu prends l'islam, le catholicisme, n'importe quelle religion, le bouddhisme. Il y a des extrêmes. Mais des interprétations, quoi. Exactement. Des gens qui veulent quand même faire du mal malgré tout, alors que. Mais c'est rarement connecté à la religion elle-même. C'est souvent l'être humain. C'est toujours l'être humain. C'est l'être humain qui est derrière. Hein. Donc une religion proche de la nature. Exactement. De toute façon, quand tu vis sur une île, t'es pas obligé d'être proche de la nature. On est sur une planète. On devrait tous être proche de la nature.
Notre planète, c'est un peu une île isolée. C'est ça. C'est isolé dans l'univers, quoi. Ouais. C'est une île. C'est une île, il y a plus d'eau sur Terre que de terre. C'est clair. Et le fait de grandir en ville, de vivre en ville, on l'a un peu oublié. Et aujourd'hui, on le paye d'ailleurs, je crois. Bah, toi, tu t'appelles Certes. Ouais. Moi, je me suis posé des questions si c'est vrai ou faux que tous les Haïtiens ont des prénoms un peu chelous. C'est pareil, bon, c'est vrai, les Haïtiens ce sont des hommes originaux, très souvent. Mais j'essaie de comprendre, parce que j'aime bien essayer d'expliquer les trucs. Tout s'explique. Tout s'explique. Il y a rien le hasard n'existe pas réellement. T'es connecté. Et souvent, le fait de pas être curieux, c'est que tu comprends pas. J'ai un sous-texte sur l'argent, et là, utilise l'argent. Pourquoi ça a été inventé? Il y a des raisons. Tout a une explication. Les prénoms haïtiens, Haïti, c'est l'ancienne colonie française. Donc, la culture française, elle est là. Qu'on le veuille ou non, il y avait l'esclavage, mais la culture est française. Les noms de famille des Haïtiens, ce sont des noms moi, je m'appelle Mathurin. Mathurin, c'est le nom des gens qui possédaient mes ancêtres. Tu vois, donc c'est le nom de famille que je porte. Donc ici, la culture française, elle existe. Haïti, le drapeau haïtien, il est, tu vois le drapeau haïtien, il est rouge et bleu. Ouais. Avec l'union fait la force. En fait, c'est l'ancien drapeau français qui a été déchiré. Le blanc qui correspondait à la monarchie a été déchiré. D'accord. Pour dire que voilà, on a enlevé cette monarchie, on a défoncé Napoléon à l'époque pour en faire une île indépendante. Donc toi, elle est liée à la culture française. Les noms haïtiens sont souvent des mots français, mais pris à leur sauce. Ces Haïtiens, ils ont pris à leur sauce. Ils ont pas pris approprié. Exactement. Certes, c'est un mot français que personne n'utilise en prénom. Les Haïtiens, ils vont le faire. Mon grand-père s'appelle L'Hérisson. Bah, parce que je sais pas, il doit avoir un truc. Bah, personne le fera dans la culture française, c'est juste un animal. Pour un Haïtien, ça peut être un prénom. Tu vois ce que je veux dire? C'est, ok, on est connecté à la culture, parce qu'on le veuille ou non, c'est l'histoire. Par contre, on va en faire ce qu'on veut. Et ça, c'est la force de la culture haïtienne. C'est qu'aujourd'hui, j'en suis fier de m'appeler Certes. C'est que, ok, c'est un mot français, ça peut paraître bizarre pour un français. En fait, on a pris de votre culture et on en a fait ce qu'on voulait. On l'a adapté à notre sauce. Moi, je trouve que c'est plus cool de s'appeler Certes que David. Hein. En fait, avec du recul. En vrai. Je pense qu'il y a l'uniformité des prénoms. Je sais pas si c'est bien que ça. C'est pas cool, hein. Parce qu'en fait, il y a une espèce d'harmonisation, d'homogénéisation des gens qui fait que, je me souviens quand on était dans la classe, qu'à l'école, fait Camille, présente. Il y avait 14 Camille, 6 Julien. Je sais pas, c'est un truc. Moi, je me retrouve en réunion, il y en a 3 des David dans la salle. Mais je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est des trucs un peu anciens qui sont un peu faits exprès pour simplifier les trucs et pour que les gens ne s'individualisent pas trop non plus. Ouais, c'est dommage. Et alors, vrai ou faux, Haïti est la première république noire à avoir gagné son indépendance. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hein. C'est vrai. 1804. Ça, c'est fort. Hein. Ouais, bah en fait, il y a un truc qu'on oublie souvent avec l'esclavage, c'est qu'Haïti était une ancienne colonie française, donc il y avait que des esclaves, comme toute la Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, tout ça. C'est que c'était la plus rentable. Même les Français l'appelaient la perle des Antilles. On oublie souvent que les pays comme la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, c'est des petits pays à l'échelle du monde. S'ils sont aussi riches, c'est parce qu'ils avaient des colonies un peu partout et c'est qui leur amenaient de l'argent. C'est l'économie, hein, c'est basique. Et l'esclavage était littéralement une économie. Donc on peut dire qu'il y a des gens qui vont dire ouais c'était méchant et tout. C'est du fucking business sans cœur. Et que la France ne peut pas être la puissance qu'elle est aujourd'hui sans des siècles Et en fait, Haïti était la colonie la plus rentable. Il y avait 500 000 esclaves, donc ils faisaient venir d'Afrique, généralement du Bénin d'ailleurs. Il y avait au bout d'un moment, il y avait c'était tellement rentable. D'ailleurs, Haïti avec la République dominicaine était la même île à la base, mais les rois à l'époque, Louis XIV, il a coupé, et un roi d'Espagne, ils ont coupé l'île en deux. La partie République dominicaine est devenue espagnole, la partie française est devenue Haïti, et les Français, ils ont laminé Haïti, ils ont fait venir beaucoup d'esclaves. Et sauf qu'à un moment, il y en avait beaucoup trop, en fait. Et il y avait 500 000 esclaves pour, je sais, mais j'ai pas le chiffre exactement en blanc. Et les esclaves, ils se sont regardés, ils ont dit, on va les tuer, en fait. Hein. Là, on a commencé. Mais c'est littéralement ce qui s'est passé. Il y avait 500 000 esclaves, on a du mal à voir ce que c'est. Sur cette petite île, c'est l'équivalent de Nike, Danone et L'Oréal en termes de salariés. Ah ouais. C'est une très grosse entreprise. C'était multinational, quoi. C'est un énorme business. De gens qui travaillent gratuitement pour toi, 7 jours sur 7. Ça craint. Bah, en fait, ça te permet de construire un empire, en fait. C'est des trucs que, imagine, t'as le nombre de salariés de L'Oréal, de Nike et de Nestlé qui travaillent gratuitement pour toi. Mais évidemment que ça te crée. Et donc, Haïti, les Haïtiens de l'époque, donc sous l'égide de Toussaint Louverture, ils se sont dit, bah, en fait, on va les tuer. On va c'est ce qui s'est passé. C'est une sorte de révolution, quoi. Ouais, bah oui. Bah, en fait, c'est en 1804, un peu après la Révolution française, d'ailleurs. Ah, voilà, ouais. Et donc c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, ça a créé beaucoup. Faut connaître un peu l'histoire. Je peux pas expliquer en 2 secondes, mais c'est ce qui fait que c'est une des explications. C'est pas la seule qu'Haïti est encore aujourd'hui très pauvre. C'est qu'en fait, imagine un instant,
On est en 1804. Les empires coloniaux, ils sont en train de se gaver dans le monde entier. Et il y a une république noire qui arrive à prendre son indépendance. Napoléon, il pète un câble, donc il essaye de récupérer l'île, il n'arrive pas. Mais l'esclavage a été aboli à l'époque. Hein. Ouais. Napoléon, il a rétabli l'esclavage. Il a récupéré la Guadeloupe et la Martinique. Et sauf qu'Haïti, c'est pas la Guadeloupe et la Martinique, c'est beaucoup plus grand. Il a pas réussi à récupérer. Il a fait un deal avec Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. Ensuite, il a dit, OK, c'est galère parce que c'est quand même chiant d'envoyer des troupes jusqu'à là-bas. Il a dit, je vous laisse tranquille, je vous renvoie pas toute l'armée française. Par contre, vous nous devez de l'argent parce que j'ai perdu beaucoup d'argent. Ouais. Et en fait, Haïti a payé une dette qui est équivalente à 21 milliards pour garder son indépendance. La dette, elle a été arrêtée, abrogée en 2010 par François Hollande. Ah ouais. Avec le séisme. 1804-2010. C'est pas, donc le pays, il démarre avec une dette de bâtard à rembourser, à la France. Il démarre avec des pays, les États-Unis, qui étaient pareil sur le même système, esclavagiste. Ils disaient, attends, mais ce pays noir, là, on peut pas, il va falloir leur mettre la misère. Sinon, tous les noirs du monde, ils vont vouloir se libérer. Donc, ils sont pris une pression t'imagines, c'est la seule colonie française. Donc, dis-toi que les pays à côté, Jamaïque, Bahamas, les anciennes colonies anglaises, tous ils parlent anglais. Donc, c'est ces petits trucs les seuls qui parlent français, ils sont leur indépendance, donc tout le monde les déteste. Personne fait de business avec eux et leur met la misère. Ça aide pas du tout le pays à démarrer à démarrer. Et ça, c'est un truc qu'on oublie un petit peu. Et que ça prend pas 2 secondes à créer un empire. Aujourd'hui, on voit la France comme ça aux États-Unis. C'est des siècles, en fait, pour arriver à ces niveaux-là de richesse. Donc, aujourd'hui, après, il faut aussi se rappeler, à l'intérieur, le souci, c'est que, c'est beaucoup d'anciens esclaves, des gens pas éduqués. Diriger un pays avec des gens comme ça, c'est pas forcément facile, toi. C'est des gens qui, donc, et il y avait donc beaucoup de guerres entre dictateurs, des mecs comme Boyer à l'époque, il s'est nommé empereur. De Staline s'est nommé empereur. Ils ont fait les mêmes trucs que les gars faisaient. Donc ça a créé plein de dictateurs derrière et ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment ghetto. C'est ghetto. Mais c'est des années de il faut une révolution faut espérer que demain sera un jour meilleur, mais c'est vraiment pas facile. C'est chaud, hein. Ouais. Mais c'est plein d'explications. C'est pas qu'une explication. Les gens disent que c'est les catastrophes naturelles, c'est pas que ça. Les séismes au Japon, ils sont beaucoup plus puissants que ceux qui en Haïti. C'est parce qu'il n'y a pas l'infrastructure en Haïti que c'est aussi puissant. On peut pas tout résumer. Non, c'est plein de trucs. Ouais, c'est plein de trucs. Ouais. Merci Certes pour ce cours d'histoire. Désolé, c'était un peu long, mais c'est bien. On va t'appeler professeur Certes. J'ai un peu ce côté-là dans l'humour, J'ai un peu ce côté-là dans l'humour. Mais c'est bien, comme ça, on apprend plein de choses sur Haïti et c'est cool. J'ai envie de te poser un peu des questions sur le climat, justement, par rapport à ton nouveau spectacle. Ouais. J'ai lu sur le net, Certes Mathurin, l'humoriste du climat, le stand-up au service de l'écologie. Ouais. Je crois que tu as même fait une intervention, mais tu as fait une intervention à l'Université de la Terre en partenariat avec l'UNESCO. Et tout ça dans le cadre de ton spectacle, donc du nouveau spectacle La Fièvre. Ouais. Et aussi le podcast avec EDF pour Climax. C'est quoi être écologiste pour toi aujourd'hui? C'est important, c'est essentiel. Pour moi, c'est important pour 2 raisons. La première, c'est que la Terre, effectivement, on le voit. Nous, en France, on le voit, mais certains le voient, ceux qui sont proches de la nature, les sauvages, ils le voient. Les agriculteurs, ils le voient. Les gens qui sont près des côtes, ils le voient. Les gens qui ils le voient. Là. Nous, les urbains, on le voit beaucoup moins. Les gens le voient. En Haïti, tu le vois, l'île, elle disparaît petit à petit. C'est flagrant qu'il se passe un truc. Les températures, la phrase, il y a plus de saison aujourd'hui, elle est factuelle. C'est un peu n'importe quoi. Donc, et clairement, ça va créer beaucoup de problèmes derrière. Donc moi, j'en suis persuadé de ça. Donc être l'écolo, c'est un peu un gros mot. Écologiste, en tout cas, c'est simplement moi se rendre compte de l'impact qu'on a et de faire un peu plus attention. La planète, elle est limitée, elle a des contraintes naturelles. Et nous, on a oublié un peu ça pour pouvoir faire attention à notre confort. Sauf qu'on est quand même beaucoup sur Terre et qu'aujourd'hui, pour faire décoller, aujourd'hui, les avions, on le voit avant qu'on a plus ou moins le même âge, le téléphone n'existait pas, Internet n'existait pas, personne prenait l'avion. Donc, le monde s'est accéléré de fou, quoi. Ouais, et honnêtement, moi, j'ai une base sur l'écologie, c'est que je pense honnêtement, c'est que quand je vois la gueule du monde actuel, c'est que, et si notre objectif un peu commun, c'était de faire en sorte que la planète elle soit mieux quand on part. Parce que là, le truc de la course à l'argent, vas-y, ça marche pas, ça rend pas heureux. Venir, collectivement, on essaie d'avoir l'objectif un peu différent. Est-ce que c'est pas
plus cool en fait. C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est pas plus agréable en plus, surtout qu'au fond de nous, on adore la nature. Quand tu vas en vacances, tu vas aller au soleil, tu veux voir la mer, tu veux aller à la montagne. Quand t'es à la retraite, tu vas aller dans un endroit où il y a de la verdure. On aime la nature. Ouais. On l'aime. Mais, on l'oublie à cause de notre quotidien, de grande ville. Alors qu'en fait, en soi, on pèterait un câble. Et les gens, ils ont besoin d'aller à la forêt parce que, sinon, il y a trop de villes. Tue la ville, quoi. Les suicides sont incroyables dans les grandes villes. Donc, en fait, on se voile la face sur le fait qu'on aime la nature. La plage, on appelle ça le paradis. C'est des plages paradisiaques. Il y a vraiment cette notion c'était beau, quoi. Là, j'étais tout à l'heure, je marchais à Pau, voir les Pyrénées. Les montagnes, elles sont plus belles que n'importe quel truc qu'on pourrait créer. C'est clair. Donc, et en fait, on l'oublie un peu. Et je pense que se rapprocher de ça, redevenir un peu sauvage, on n'a rien à perdre. Mais je pense qu'on n'a jamais pris conscience que la Terre était finie, tu vois. Je pense que là, c'est une prise de conscience. Véritablement, tu vois. On pensait que c'était infini, qu'il y aurait toujours du pétrole, qu'il y aurait toujours... En fait, non. Non. Comme nous, tu vois, on est fini, quoi. Bien sûr. Et la Terre, pareil. Ce serait pas... c'est une loi de l'univers. Il y a rien qui est... À part l'univers qui est soi-disant infini. Et même l'univers, il tend vers le chaos. Il tend vers l'entropie donc... Tout se détruit, tout, c'est de la loi de la nature. N'importe quel objet qui est autour de nous, il se décompose, quoi. Et donc la Terre, il fait les mêmes atomes que cette table, que toi, que de moi. Donc on peut pas défoncer les trucs éternellement. Ça, c'est un truc de ouf. Moi, des fois, ça me fait peur, tout ça, tu vois. On est tous les mêmes atomes. Ouais. On est tous composés de la même chose. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, mon spectacle, je l'ai appelé La Fièvre. J'ai trouvé que c'était une belle image de se rappeler que, en fait, on n'arrive pas à visualiser que si on change un peu la température, notre corps, quand il 3 degrés de plus, on est mort, en fait, quoi. Bah ouais. Tu vois, c'est terminé. C'est terminé. on a tous eu des fièvres qui te clouent. Ouais. On a juste 2 degrés de plus. Sauf que 2 degrés, ça fait que ton cœur est pas trop vite. Ça dégénère tout le truc, quoi. Ouais. C'est un équilibre, en fait. C'est un équilibre. Exactement, c'est un équilibre. Ouais. Et nous-mêmes, il faut qu'on soit en équilibre avec la nature. Évidemment, exactement. Pas qu'on pète tout, quoi. Exactement. À part si c'est vraiment le but de l'humanité. Je sais pas si t'as lu La Cité de Dieu, la formule de Dieu. Ouais. Tu l'as vu, lui, ou pas? Énorme. Ouais, je l'ai lu, ouais. Sérieux? Ouais, il fait un peu flipper. J'aime bien ce genre de... Ouais. Bah, je pense, de Santos, je crois, il s'appelle le gars. Ouais, c'est ça. La dernière étude d'Einstein avant qu'il meure. Ouais. Le portugais, ouais. Hein? C'est un portugais, ouais. Ouais. Il y a un truc un peu sur, bon, c'est un livre, mais je sais pas pourquoi. Moi, tu sens me dit que c'est pas faux. À quoi sert l'humain dans tout le cosmos? Sur le fait qu'on est là pour créer des trucs et qui derrière quand nous on mourra il y aura des robots qui créent des trucs et quand l'univers il va péter il y aura le robot il sera tellement puissant qu'il va recréer l'univers exactement comme il était. C'est ça. C'est une vraie théorie, hein. Ça fait flipper, hein. C'est une vraie théorie. Ils disent qu'on est la conscience de l'univers, tu vois, parce qu'on est nous-mêmes conscients. Ouais. Mais l'univers lui-même il est pas conscient d'être univers. Sauf que nous on est conscient d'être nous-mêmes. Ouais. Là ça va loin. Ouais. C'est-à-dire que nous en tant qu'être humain on est la conscience de l'univers. Putain, peut-être. C'est énorme, hein. Mais je pense, moi je crois. Hein. Et du coup, tu t'es beaucoup documenté pour écrire ce spectacle. Et t'as fait un podcast, on le disait tout à l'heure, avec EDF. Ouais. T'as pas eu une sorte ou une phase d'éco-anxiété à un moment donné, tu vois, dans toute ta démarche de documentation? Si, clairement. Ça fait flipper. En fait, c'est irréversible, je pense. Donc, c'est anxieux, quoi. Ouais. C'est irréversible. Après, je suis très pragmatique en même temps. C'est que il se passera ce qui doit se passer. Donc, donc c'est de la fausse naïveté de penser que on survivra à tout. Les guerres, elles existent depuis la nuit des temps, les catastrophes naturelles, les pandémies. Donc, il y en aura d'autres. Et c'est juste que je pense qu'on peut un peu minimiser un sacré bazar quand même. Ouais. Il y en aura d'autres. Hein. Et puis, il y en avait même avant que nous on naisse en tant qu'humains. Donc, ça fait partie de la vie en fait. Donc, c'est sauvage la vie en fait. La vie elle est sauvage de fou. La vie elle a pas ton temps. Hein. Ouais. La vie elle a pas ton temps. Hein. Nous on est là, on parle. S'il y a 200 km de vent, on ne parle plus. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais après tu vois, il faut se battre quand même nous là maintenant. Aujourd'hui, même si toi t'approches les 40, moi je les ai dépassés. Mais on a un rôle quand même à jouer. Tu vois, on peut pas dire bon, allez c'est bon, c'est les générations d'après. Bien sûr. Tu vois, parce que on est l'exemple. Tu vois. Bien sûr. Même si on sait que peut-être ça va pas marcher. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on change nous-mêmes. Ouais, il faut qu'on change nous-mêmes. Et puis en fait, c'est là je reviens sur de l'égoïsme un petit peu. Là, je laisse la terre et le climat de côté où sur l'humain. On sait en plus en vieillissant ce qui rend heureux. Ouais. On sait que ce qui rend heureux. Clairement.
Et il faut arrêter de mentir aux nouvelles générations d'avant, on leur dire travaille à l'école pour avoir des bonnes notes, pour avoir un travail, travailler en finance. Ça va pas te rendre heureux, tu vas consommer de ouf. En étant heureux, je pense que tu as tendance à moins consommer, à moins avoir besoin de trucs, à moins parce que tu es en accord avec toi-même, avec tes gens autour de toi, avec ton environnement. Donc en fait, en étant beaucoup plus conscient de ça, je pense que indirectement, on aura moins de courses à l'extrême. Ouais. Je pense que c'est ce côté plus d'argent. Il faut être taré pour faire de l'esclavage. T'es pas bien avec toi-même. C'est ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Indépendamment du business, c'est que toi, ça ne va pas, toi. Ouais. Mais quelqu'un qui aime les gens, ça ne va pas la tête. Ouais. Si tu crées une guerre, c'est que ça va pas, toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si t'es là, t'as besoin de creuser des trous dans le pétrole, mal payer des gens, c'est que tu ne vas pas bien. Ouais. Donc, en essayant d'aller mieux, tu fais moins de trucs de connard. Je pense que c'est mécanique. En fait, t'as pas besoin de t'entourer d'artifice. T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça, réellement. Juste t'es là, en harmonie avec... c'est ça. Avec toi-même, tu vois. J'allais dire avec la nature, mais en fait, non, tu vois, avec toi-même. Avec toi-même et des choses simples de la fou. vie. Mais tu sais, les anciens, ils profitaient des choses simples de la vie. Je vois mon grand-père, il avait son jardin. Ouais. Il y allait tous les jours et je disais à ma femme, en fait, pour lui, c'était un travail d'aller au jardin. Parce qu'il allait cultiver les légumes qu'il allait donner à manger à sa famille, tu vois. C'était une grande famille. Ma mère, elle a 6 frères et sœurs. Mais il vivait de choses simples. Ouais. Tu vois, il vivait de choses simples. Il allait pas, je sais pas, il faisait pas des trucs comme nous on fait tous les jours, des trucs de ouf, quoi. Le week-end, on passe pas notre temps au jardin. Ouais, clairement. Après, le monde, il évolue, donc on veut retourner dans le passé, je suis sûr que c'est pas forcément possible. Non, mais basique. Mais est-ce que ton grand-père est-ce que Elon Musk est 10 milliards de fois plus heureux que ton grand-père? Je suis pas sûr du tout, hein. Je sais pas, je connais pas. Mais je pense pas, parce que de toute façon, le bonheur à un certain niveau. Mais je peux te dire que mon grand-père, il était très heureux. Mais oui. vraiment. Et c'était un truc de fou. Avec du recul, on le sait, on se ment en soi-même. Tu peux acheter le nombre de caisses que tu veux quand tu fermeras tes yeux pour la dernière fois avant de mourir. C'est pas ça que tu vas te rappeler. Non. Donc, il y a une espèce de course, mais c'est les entreprises. C'est des gens qui sont mal intentionnés, entre guillemets, qui veulent s'enrichir, qui te font croire ça. Mais sauf que, on arrive à un stade où on est quand même beaucoup à vouloir, toutes ces voitures, à vouloir traverser le monde pour aller prendre des photos devant le Machu Picchu. Laisse ce truc tranquille. Ça n'a pas besoin. Rapidement, est-ce que tu penses qu'on peut être quand même optimiste et écologiste? Ou c'est pas compatible? Il faut, absolument. Par contre, parce que ça, l'être humain a des défauts, j'en parle un peu dans le spectacle, j'en parlerai beaucoup dans le spectacle sur la fièvre, c'est que les écolos, il faut, quand tu veux transmettre quelque chose, il faut que tu prennes les forces et faiblesses de l'être humain. Et être négatif, c'est ne pas prendre en compte que l'être humain ne peut pas digérer ça, en fait. C'est pas en nous, ça motivera pas l'action. Quelqu'un qui dit, ouais, si tu fais pas ça, tu vas mourir. Frérot, ça va me paralyser, en fait. Ouais, c'est clair. L'être humain est comme ça, donc t'as pas le choix. Si tu veux que ça rentre, soit t'as pas le choix. Parce qu'en plus, la peur de l'écologie, elle est pas, contrairement à une peur d'une guerre où t'as un pays qui t'envahit, qui est très direct, c'est que, putain, faut que tu te tapes maintenant. L'ennemi, c'est pas où il est. Tu sais pas quand il est, donc tu peux pas faire les gens agir par la peur avec l'écologie. En vrai, l'ennemi de l'écologie, c'est nous-mêmes. Exactement. Donc, il faut comprendre, vu que c'est nous l'ennemi, il faut comprendre comment on fonctionne pour se convaincre soi-même de changer. C'est ça. Donc, ça demande parce que je dis un peu, c'est ceux qui ont réussi, c'est les entreprises. Les entreprises, elles mentent perpétuellement. C'est pour ça qu'on achète. Parce que ça fonctionne, elles utilisent nos faiblesses, qui est qu'on a de l'ego, qui est qu'on veut plaire aux gens, qui est qu'on est des animaux sociaux. L'écologie, si elle utilisait ça un peu plus, ça marcherait. Demain, tu mets sur Tinder, tu mets sur Tinder, ouais, je suis écolo, je pense que tu m'attaques 4 patchs, hein. Alors que si ça devient un peu fashion, tu mets, et que ça peut plaire aux femmes, mais il y a des mecs qui vont devenir écolos. C'est juste parce qu'ils savent que ça va plaire aux femmes. C'est bête, parce que la séduction et plaire et se reproduire, c'est inné en nous. Si être écolo, ça m'aide à me reproduire, je vais être écolo, hein. C'est un peu con à admettre, mais faut trouver un peu les faiblesses de notre espèce, quoi. C'est quoi ton plus grand rêve ou objectif dans la vie? Ce qui te motive, tu vois. Ce qui me motive, c'est réduire l'injustice. Le monde, il est pas juste. C'est l'histoire, tu sais, si on refera pas l'histoire, mais je suis noir et l'essentiel des noirs sur cette planète, ils sont pauvres. La plupart. C'est pas normal. Et je sais pourquoi, pour plein de raisons historiques. Et je sais pas, un des objectifs, c'est de
de faire en sorte que cette inégalité, c'est pas de tuer les autres, de cette inégalité, elle s'arrête. Donc je travaille beaucoup avec Haïti pour faire en sorte de voir les consciences, de comprendre un peu comment le monde il fonctionne. Il y a beaucoup d'endoctrinement à l'intérieur. Les Haïtiens, ils sont très parano les uns avec les autres. Mais c'est parce que et ça fait que le pays a aussi du mal à avancer. Donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est un des objectifs que je peux avoir, c'est de réduire cette injustice. Parce qu'en fait, tant qu'il y aura de la justice comme ça, le monde il ira pas bien. Et en fait, là, par contre, c'est un espèce de truc un peu, comment dire, utopique, mais pas utopique. C'est que positif dans le négatif, c'est détruire pour reconstruire. Quand t'es dans la merde, un avenir meilleur est possible. Je pense que les pays pauvres peuvent être le nouveau monde de demain. Je bosse beaucoup avec Haïti. Je veux pas qu'Haïti devienne la République dominicaine ou Haïti devienne les États-Unis ou la France. J'aimerais que pour ce pays-là, ils viennent autre chose. Toi, un autre type de après, exactement, un autre type de l'idée. Ok, l'Empire romain nous a inspiré, on a détruit, envahi, on a compris. Ok, on a compris. Qu'est-ce que c'est le futur? Toi, quel pays sera les modèles du futur? Et c'est peut-être ces pays-là. J'adore. Et à mon petit niveau, je veux impulser. Je bosse avec des gens qui sont assez haut placés. Je fais pas mal de choses en Haïti. Je veux peut-être que ce genre de pays-là, surtout qu'en fait, il y a Haïti, en tout cas, le fait d'avoir été le propre république noire indépendante, tous les pays noirs du monde connaissent Haïti. Il y a une espèce de côté, si Haïti bosse bien, ce rôle de modèle que d'autres pays ont eu, comme l'Empire romain l'a eu, comme ce rôle de modèle, Haïti peut l'avoir à cause ou grâce au passé, parce que jusqu'à là c'est comme négatif, mais la révolution faite est positive. Et peut-être que ça emmènera le Bénin, le Togo, dire putain, ok, on peut le faire sur autre chose, un autre modèle. Les pays se copient entre eux. Les Anglais étaient les premiers, la France est devenue l'Angleterre, l'Espagne a fait comme la France, le Portugal a fait comme l'Espagne. On se copie. Les États-Unis et le Canada sont rien d'autre que l'Angleterre et la France un peu plus loin. C'est des clones, quoi. C'est des clones. Les pays sont des clones, quoi. Donc si on avait un clone moins dominateur et plus sauvage, proche de la nature. Ouais, j'adore l'idée. Donc c'est un taf monstrueux. C'est un taf de dingue. Et je suis conscient que c'est pas ma petite échelle, mais c'est des choses qu'il faut. C'est pas grave si l'objectif il est plus grand que soi. Non, c'est pas grave. Au contraire. Mais tu vois, il faudrait créer une sorte de démocratie. Tu sais, un jour peut-être qu'il y aura un livre qui s'appellera l'utopie haïtienne. Et... Peut-être. Et tu sais que je fais de la scène, je pense que c'est pour ça aussi. Je pensais pas, l'humour m'a rendu plus proche des gens et plus curieux de l'humanité et de notre manière de vivre. Je serais resté en marketing, je pense pas que j'aurais cette ouverture parce qu'en fait, tu fais qu'un job et tu te restes dedans. Je suis obligé de comprendre le monde et j'en suis très curieux de plus en plus en faisant de la scène. Donc c'est faussement de la blague, c'est beaucoup plus que ça l'humour. Et comment tu perçois toi le rôle de l'humoriste dans la société moderne aujourd'hui? C'est quoi ses responsabilités? Je vais le dire pour moi. Après, chaque humoriste pourra te dire que le rôle est différent. Mais je pense que tout comme un artiste, un musicien, il y a quand même des grandes lignes. L'humoriste, c'est on a un outil qui est universel, c'est le rire. Quel que soit le pays où tu viens, les gens ils rigolent. L'amour et l'humour, c'est des choses universelles. Ils rigolent, ils pleurent. Ils pleurent, ils pleurent. Donc, on a cette connexion avec les gens. Et le rire, en fait, c'est l'une des voies les plus... pour moi, l'humoriste, c'est un sociologue positif. C'est quelqu'un qui simplifie le complexe. La vie, elle est compliquée, les gens n'ont pas le temps. Avec 2-3 blagues, ça rentre. Et tu me l'as dit en sortant du spectacle, elle rentre, elle reste, les idées. Ça reste. Elle reste, mais c'est parce que c'est... Les punchlines de ta mère. Mais ça reste, c'est fort, c'est imagé de fou. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de l'émotion. Et le rire, c'est de l'émotion. Et quand il y a de l'émotion, ça t'ancre beaucoup plus. Si tu prends un truc, une information, la télé, c'est que dans la tête, elle va le sortir parce que le cerveau, il peut pas tout garder. Quand tu ris, c'est tout ton corps qui rigole et l'émotion, elle reste. Donc on a presque un rôle. Et c'est pas pour rien que les humoristes, ils sont très présents et très importants dans les sociétés. Aujourd'hui, même dans le passé, tu prends des Molières, c'est qu'en fait, ils universalisent des choses qui sont compliquées et ça existera toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, plus le monde c'est le bordel, plus il y aura d'humoristes. Parce que moi, j'aurais plus de taf quand le monde il ira bien. Et malheureusement, je pense que j'aurai du taf pendant très longtemps. Ouais, c'est clair. Et c'est indépendamment de ça aussi, c'est juste hier, je parlais avec 2 filles qui sortaient du spectacle. Elles ont dit merci, c'était une récréation, c'est une récréation d'adulte aussi. Ouais. C'est putain, la vie elle est chiante. Tu rentres dans un truc, t'as un bon humoriste en face de toi.
T'oublies le monde extérieur. T'oublies que t'as des dettes. T'oublies parce que tu rigoles. Et quand tu rigoles, tu oublies les choses. Bah, si on sert qu'à ça, il y a des humoristes qui veulent pas forcément faire réfléchir. Mais si t'en fais faire une parenthèse dans ta vie, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà incroyable, hein. Carrément. Donc, soit t'as la sociologie positive, soit on est une récréation dans la vie des gens. C'est déjà très cool, quoi. Allez voir des humoristes, franchement, ça fait Ouais, je vraiment, disais cette phrase quand bien. je suis en comedy club, je dis, si l'humour et l'amour sont très proches, si vous aimez des gens autour de vous, faites-les rire. Si jamais vous n'arrivez pas à faire les rire, emmenez-les nous. On s'en occupera nous. Mais parce que c'est important, le rire. Les gens faut rire, quoi. Ouais. Merci, certes. Je peux te demander un dernier truc? Allez, je t'écoute. Tu peux me faire un petit autographe, là, juste là en dessous, là, sur ma petite fiche? Vas-y, évidemment. Ouais, j'ai pas de stylo. J'en ai un, j'ai un critérium. C'est vrai? J'écris toujours au critérium. Alors, au critérium? Ouais, comme ça C'est s'efface. C'est des restes d'école de commerce. J'ai mon petit cahier Harry Potter, parce que je suis fan. Ah ouais, t'es fan d'Harry Potter? Ouais, de fou. Les écrivains et auteurs qui écrivent des trucs comme ça, je trouve ça incroyable. C'est vrai. Tu rentres dans énorme. un univers. T'as vu l'univers? C'est incroyable, c'est fou, je trouve ça, j'ai un respect ultime. Transporter Harry Potter. Ben, on va finir là-dessus avec mon petit autographe de Certes Mathurin sur ma fiche. Merci beaucoup, Certes. C'était vraiment plaisir. très inspirant. On a appris plein de choses sur toi, sur ta carrière, sur Haïti, sur l'humour, sur l'écologie. Voilà, c'était très, très Un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, David. À très bientôt.